Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de la grande édition du soir sur One TV. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres à développer. Le Togo, plus que jamais engagé à sécuriser les produits sur son marché et à préserver la santé de sa population. Les opérateurs économiques sont entretenus sur la solution automatisée de marquage ce mardi. Et puis au Gabon, la nouvelle monture de la Constitution sera soumise au peuple le 16 novembre. Elle comporte beaucoup d'innovations. On vous fera donc la synthèse d'un instant à l'autre. Voilà les titres à développer. Bonsoir et bienvenue encore une fois. Depuis son déploiement en septembre 2020 et le lancement de son application mobile en août 2024, la solution automatisée de marquage SAB s'impose comme un outil majeur au Togo pour lutter contre les produits contrefaits et les pratiques commerciales illicites. C'est dans ce cadre que la commission interministérielle de suivi de la réforme et les opérateurs économiques ont échangé ce 22 octobre à Lomé sur les plaintes, mais également les doléances sur la mise en œuvre effective de la SAB. Boris Chota et Baker Sanguita ont assisté à ces échanges. Voici le compte rendu. Fruit de la volonté du président de la République et du gouvernement, la SAM vise à garantir la sécurité et l'authenticité des produits tels que le tabac, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que les eaux minérales consommées par la population. Cette réunion entre la commission interministérielle de suivi de la réforme et les opérateurs économiques est l'occasion d'aborder les préoccupations soulevées par la mise en œuvre de ce dispositif. Aujourd'hui, il a été question principalement de rappeler la norme, la règle en ce qui concerne la SAM. C'est le marquage à l'origine qui est la règle. Nous avons tenu de rappeler ça à tous les importateurs des produits qui sont concernés par le marquage. Le marquage à l'origine veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous voulez importer des produits qui sont concernés par le marquage, vous avez l'obligation d'acheter les vignettes et de les fournir à votre fournisseur qui, à la production, avant de sceller les produits qui vont vous être envoyés pour mettre sur le marché national, il devait les marquer depuis l'origine avant que vous ne puissiez les récupérer ici. Donc, lorsqu'il y a une règle, il y a les sanctions, il y a les dispositions à prendre. Nous avons rappelé à tout le monde que la SAM est en vigueur depuis le 1er septembre 2020 et que, exceptionnellement, ceux qui ne sont pas encore en règle ou bien ceux qui sont en règle, pas définitivement, ceux qui traînent, nous avons donné un délai butoir qui est le 4 novembre prochain. À partir du 4 novembre prochain, tous les produits qui sont concernés par le marquage, qui ne seront pas marqués, seront considérés comme des produits prohibés. Des produits prohibés que l'Office togolais des recettes OTR n'hésitera pas à saisir conformément à la loi. Et que chacun prenne les dispositions pour que le marquage se fasse à l'origine, avant que la marchandise, pour ceux qui importent, bien sûr, avant que la marchandise ne soit introduite sur le territoire national. Et pour ça, le délai retenu, c'est on vous donne encore 2 semaines parce qu'on sait que les vignettes doivent être achetées, doivent être acheminées à l'usine. Tout ce qu'il y a autour, je crois que 2 semaines suffisent largement pour qu'on se conforme à la législation. Et moi, en tant que douanier, la législation nationale me dit que lorsqu'il y a une mesure qui est décidée et que la marchandise que j'ai en face de moi, à la frontière, ne respecte pas cette mesure, je suis en face d'une marchandise prohibée. Et comme telle, je dois traiter la marchandise comme une marchandise prohibée. Et vous savez ce qui s'ensuit comme sanction lorsqu'on tente d'introduire sur le territoire douanier national une marchandise prohibée. Le directeur général de CISPA appelle quant à lui les opérateurs économiques à anticiper leurs commandes afin de garantir une mise à disposition rapide des vignettes de marquage. Nous allons nous assurer qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement à notre niveau, mais essentiellement, souvent ce genre de problématiques sont liées à l'approbation des commandes. Et nous les appelons également à s'y prendre beaucoup plus tôt, à également planifier plus tôt leurs opérations. Donc ça permettra également de faciliter la délivrance ou en tout cas la mise à disposition des vignettes qui seront commandées. Les délais d'attente dans certaines institutions financières également rajoutent du temps
à la mise à disposition, puisqu'il faut que les vignettes soient acquittées avant d'être livrées. Donc je pense que là aussi, nous allons travailler, comme nous l'avons souligné avec la Commission, pour que d'autres institutions puissent accepter les paiements des vignettes à leur guichet. Alors que la date butoir approche, la SAM ne se contente pas d'être un outil technique, elle devient un levier de conformité indispensable, incitant les acteurs économiques à garantir la sécurité des produits mis sur le marché togolais. On reste au Togo et toujours dans le domaine de la technologie pour parler cette fois agriculture. Au Togo, en effet, les ravageurs causent chaque année d'énormes pertes agricoles mettant en péril les cultures et également les revenus des agriculteurs. Alors face donc à cette menace, des solutions innovantes, qu'elles soient chimiques, biologiques ou assistées par l'intelligence artificielle, sont mises en place pour mieux gérer ces bêtes nuisibles. Alors cependant, cette lutte soulève des questions cruciales sur l'équilibre à trouver entre la protection des cultures, mais également la préservation de l'environnement. Au Togo, les pertes de culture sont souvent causées par des ravageurs tels que les insectes et les chenilles, notamment la chenille légionnaire d'automne. Ces nuisibles bêtes, ennemies des agriculteurs, détruisent considérablement les cultures et provoquent des pertes énormes de rendement. Pour réduire leur impact, plusieurs technologies agricoles ont été développées. Ces technologies peuvent être chimiques, biologiques ou même utiliser l'intelligence artificielle. Technologies peuvent aller des méthodes préventives, c'est-à-dire la sélection du matériel végétal résistant, ou bien la rotation des cultures, qui fait partie des méthodes agronomiques, etc., aux méthodes curatives, notamment l'utilisation des produits qui sont vraiment sains pour l'environnement, comme les biopesticides et autres produits issus des substances naturelles non nocives à l'environnement. Donc, il y a également, comme je l'avais dit, d'autres méthodes comme l'utilisation des plantes répulsives, les technologies push-push, c'est-à-dire on met des plantes qui repoussent les ravageurs ou bien d'autres qui les attirent hors des plantations. Nous avons également d'autres technologies comme l'utilisation des insectes stériles, donc pour réduire la population des descendants de nuisibles. Donc d'autres technologies comme l'utilisation des phéromones, des pièges à phéromones, donc pour l'avenir. Et ça consiste à associer l'intelligence artificielle aux biopesticides que nous sommes en train de développer. Et ceci pour faire face aux ravageurs envahissants futurs. Le cas par exemple des jacides ou bien de la chenille légionnaire qui nous ont surpris, et cela a mis beaucoup de temps pour trouver des solutions. L'éradication de ces nuisibles bêtes serait une grande satisfaction pour les agriculteurs, mais elle ne serait pas sans conséquences pour l'environnement. En effet, l'élimination totale des insectes, qu'ils soient nuisibles ou non, perturberait la biodiversité. C'est pourquoi le gouvernement s'efforce de mettre en place une gestion efficace qui ne nuise pas à l'environnement. Notre souhait, c'est de solutionner ces problématiques avec des solutions avec faible impact environnemental. Donc, on choisit les matières actives les plus efficaces possibles, à coût raisonnable, et qui ne nuisent pas à l'environnement. On ne va pas se lever pour mettre tout sur le marché sans que, d'ailleurs, ces produits ne fassent objet de tests au niveau des instituts de recherche au niveau du Togo. Et c'est après les tests, on soumet un dossier au comité des agréments professionnels des autorisations et des licences qui délivre ensuite une homologation ou un certificat d'homologation signé du ministre. C'est suite à ça qu'on peut commander ou introduire d'ailleurs un permis d'importation qui doit être validé avant l'introduction de ces spécialités sur le marché togolais. Et donc en termes de dégâts sur la biodiversité, c'est assez difficile. L'équilibre entre la lutte contre ces insectes et la protection de l'environnement reste un défi majeur. Une gestion efficiente et responsable de la problématique s'impose pour préserver à la fois les cultures et la biodiversité.
Hors du Togo à présent, le Sénégal où l'opposant sénégalais Bougane Gueye Dany a été arrêté ce week-end à Bakel dans l'est du Sénégal. Il est accusé d'avoir refusé d'obtempérer à un barrage de gendarmes. Candidat aux élections législatives du 17 novembre, il a été placé en détention provisoire en attendant sa comparution devant la justice. Dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel. Alors qu'il se rendait à Bakel pour apporter son soutien aux victimes des inondations dans cette région du Sénégal, l'opposant et candidat aux élections législatives Bougane Gueye Dany a été arrêté pour avoir refusé de s'arrêter à un barrage de gendarmes. Après une arrestation plutôt musclée, il est accusé de refus d'obtempérer, de rébellion et d'outrage à agent. Lundi 21 octobre à Tambacounda, il a été placé sous mandat de dépôt. Selon Maître El Hadj Diouf, avocat de Bougane Gueye, ces accusations sont purement politiques et visent à l'écarter des élections législatives du 17 novembre prochain. Le président Bougane Gueye a été arrêté et cette arrestation ne trouve aucune justification. En réalité, on lui reproche de venir à Bakel alors que le président de la République s'y trouve. Donc quand le président est dans une ville, aucun opposant ne doit s'y rendre. Aussi a-t-il dénoncé l'absence d'indépendance du procureur, mais garde confiance quant à l'impartialité du juge. Toutefois, le sort de l'opposant sera décidé le 30 octobre prochain, soit 3 jours après le début officiel de la campagne pour le scrutin du 17 novembre. D'ici là, il restera en détention. Au Gabon, cette fois, je vous le disais en titre, la version finale du projet de nouvelle constitution a été rendue publique le lundi 21 octobre. Le projet propose un régime présidentiel avec une limitation renforcée des mandats et des conditions d'éligibilité assouplies. Le référendum est prévu pour le 16 novembre prochain. Publié lundi, la version définitive du projet de nouvelle constitution au Gabon propose des limites strictes quant à ce qui concerne la présidence. Selon la proposition, aucun président ne pourra exercer plus de 2 mandats consécutifs. Il s'agira désormais de faire un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. L'article 169 de la dite proposition empêche toute révision future. En ce qui concerne l'éligibilité, les critères sont assouplis. Il suffit désormais d'avoir un parent gabonais pour être candidat, une évolution par rapport à l'exigence précédente de 2 parents gabonais. Cependant, une nouvelle restriction s'impose. Il est interdit aux conjoints et descendants d'un président de se porter candidat à sa succession. Dans ce nouveau régime présidentiel, le chef de l'État disposera des pouvoirs étendus avec 2 vice-présidents et aura la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et cette dernière pourrait le poursuivre en cas de violation de son serment. D'autres points importants incluent la reconnaissance du français comme langue de travail, la création d'une fête de libération célébrée le 30 août en souvenir du coup d'État de 2023 qui libère le peuple gabonais de la dictature imposée par la famille Bongo et la définition du mariage comme une union entre 2 personnes de sexe opposé. On parle protection de l'environnement cette fois. La 16e Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la COP16, a débuté ce 21 octobre à Cali, en Colombie. Le 19 décembre 2022 déjà, plus de 190 États signaient un accord historique. L'accord de Kunming-Montréal qui a fixé le cadre de l'action internationale face à la crise de la biodiversité. 2 ans plus tard, les négociateurs du monde entier se réunissent donc à nouveau pour faire le point sur les avancées réalisées et établir si possible la manière dont les gouvernements mondiaux vont suivre donc et faire évoluer
leurs efforts en matière de protection de la biodiversité. Le gouvernement colombien accueille depuis ce 21 octobre dans la ville de Cali la 16e Convention des Nations Unies sur la diversité biologique dénommée COP16. Cette conférence axée sur la protection des écosystèmes et des territoires indigènes réunit des délégations de 196 pays venus du monde entier. Elle marque la première COP depuis l'adoption de l'accord de Kunming-Montréal le 19 décembre 2022 où les nations se sont engagées à protéger 30% de la planète ainsi que 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030, un objectif crucial pour préserver la biodiversité à l'échelle mondiale. Lors de la cérémonie d'ouverture, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a appelé à des investissements significatifs pour concrétiser ces engagements. Nous devons quitter Cali avec des investissements significatifs dans les fonds du plan cadre mondial pour la biodiversité et des engagements à mobiliser d'autres sources de financement public et privé pour le mettre en œuvre dans son intégralité. Sur les 196 pays inscrits à cette conférence, seuls 29 ont à ce jour respecté leurs engagements en soumettant une stratégie nationale sur la biodiversité. La réussite de cette COP16 dépendra de la capacité des nations à transformer leurs engagements en actions concrètes, car si l'on souhaite véritablement établir la paix avec la nature, la préservation de la biodiversité ainsi que celle des terres indigènes ne peuvent plus attendre. Voilà, sur cette note se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur One TV. À très bientôt.